Salam alaikum, bonjour, chers auditeurs, spectateurs. Dans le cadre de nos séries Portraits, aujourd'hui nous recevons Monsieur Farid Abdelkrim. On va pas y aller par quatre chemins, c'est un ami, je le connais, donc je vais le tutoyer. Et il va nous parler de lui, il va nous faire découvrir sa personnalité, son chemin, ce à quoi il en est arrivé aujourd'hui. Et on le verra un petit peu plus tard, pas dans l'immédiat dans le cadre portrait, mais par rapport au livre qu'il a écrit, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste. Donc on va commencer, c'est Farid, d'abord par te souhaiter la bienvenue. Merci Slimane. Et on va t'écouter nous parler de toi, sachant que te connaissant, on a eu déjà l'occasion d'échanger, j'ai eu l'occasion de te lire également. J'aimerais que tu nous fasses déjà un cadre familial parce que j'ai vu vraiment à quel point la famille est importante chez toi. Ah oui, tu as raison de le souligner, la famille est extrêmement importante. Je suis le troisième d'une fratrie de cinq garçons. Mes parents sont originaires d'Algérie, plus précisément du sud-est algérien, aux portes du désert, un petit village magnifique qui s'appelle El Kantara. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais El Kantara, en français, ça veut dire le pont. Donc il y a peut-être une symbolique à tirer de tout ça. À mon avis, oui. Je pense. Donc, mon père arrive en France en 54, ma mère le rejoint en 63. Et moi, je suis le premier des cinq garçons à être né en France. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une enfance en France, à Nantes, là où j'habite toujours, une enfance très très peinard et pépère. Mes parents ont été capables de s'intégrer d'une manière assez extraordinaire, c'est-à-dire que ne maîtrisant ni les codes, ni la culture, ni la langue du pays dans lequel ils sont arrivés, ils ont pourtant été capables de tisser des liens très solides avec leur entourage proche, c'est-à-dire les voisins. Et donc j'ai grandi, moi, avec essentiellement des jeunes et des garçons et des filles aussi, français de souche, comme on le dit aujourd'hui. Donc Cyril, Thierry, Bruno, Christophe, c'était mes copains d'enfance. Et donc jusqu'au collège, je peux dire que ma vie ressemblait étrangement à un long fleuve tranquille. Donc voilà, pas de problème avec les questions d'intégration. J'étais bien en France quand j'étais en France. J'étais bien en Algérie quand mes parents faisaient des efforts pour nous y emmener tous les 2 ans, pour y passer une cinquantaine de jours. Et j'ai jamais connu de tension entre ces deux origines, ou en tout cas entre ces deux appartenances. Bien au contraire, j'aimais bien être d'ici et être de là-bas. Donc, mon père travaillait en tant que poseur de rail. Ma mère a fait quelques ménages, mais elle s'occupait surtout de ses enfants. Donc, voilà ce que je peux dire en gros de ma famille. J'ai quatre frangins avec qui je m'entends extrêmement bien. Ma mère est toujours de ce monde, mon père est mort en 80, Allah yarhamou, et on est effectivement une famille très très soudée, on s'entend très très bien et je pense que c'est important à une époque comme la nôtre d'appartenir à une famille où on est capable de s'entendre, de se voir régulièrement et puis de se comporter les uns vis-à-vis des autres sans masque, le plus honnêtement du monde. Mhm. En tout cas, moi ça m'aide beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui parce que s'il y avait un truc de travers, je pense il me l'aurait dit et j'aurais cessé de le faire. Donc voilà ce que je peux te dire, D'où le Sylvain, sur la privilège famille. de la famille, ou la notoriété qui est la tienne à travers ton œuvre, tes travaux et tes engagements. Eux ne le voient pas vraiment, puisqu'il y a une telle proximité que c'est avant tout le frère qu'ils voient ou le fils, et ils n'hésitent pas à te dire les quatre vérités quand il y en a besoin. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire quand je suis avec mes frangins, quand je suis avec ma mère, quand on est assis ensemble, il n'y a pas de distinguo sous prétexte que moi je serais passé à la télé ou qu'on aurait vu ma bouille sur le canard. Non, c'est Farid, c'est un des membres de la famille, point barre. Donc, il respecte ce que je fais. Je pense même qu'il supporte ce que je fais dans la mesure où il considère que c'est dans la lignée de ce qu'auraient fait s'ils avaient été amenés à le faire. Mais effectivement, ouais, et c'est bien parce que ça, moi, ça m'empêche d'abord de prendre la grosse tête, de me la jouer. Donc C'est j'ai protecteur. un retour comme ça sans arrêt à une réalité à laquelle eux m'amènent et puis voilà. Donc c'est en gros les personnes que je fréquente le plus et leur retour m'intéresse toujours. Donc quand il faut me critiquer, quand il faut apporter
un élément de regard honnête sur ce que je fais, je sais que je peux compter sur eux. D'accord. Alors avant d'en venir proprement à tes engagements, puisque je t'avoue que moi c'est surtout cette partie de ta vie qui m'intéresse le plus, tu peux nous brosser un cadre rapide professionnellement, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que dans cette perspective, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'est-ce que tu as fait comme métier, qu'est-ce que Alors moi j'ai un parcours un peu chaotique dans la mesure où à un moment donné, après avoir été un élève studieux, un élève sérieux, un élève qui marchait plutôt bien, j'ai connu une période où ça s'est plutôt mal passé, et donc j'ai rompu avec le succès dans mes études, et je me suis retrouvé à la sortie de ma troisième avec effectivement mon brevet des collèges en poche, mais aucune perspective intéressante. D'ailleurs, on m'avait souvent posé la question quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai jamais su y répondre. ce qui est le cas de la plupart des jeunes aujourd'hui. Voilà, on s'invente quelque chose, mais en réalité, moi à l'époque, je savais vraiment pas ce qui pouvait m'attirer. Donc je sors de troisième, pour moi l'école est finie, sauf que ma mère en avait décidé autrement, elle m'a dit tu vas continuer. Donc je me suis retrouvé en lycée professionnel pour faire un BEP mécanique générale, on appelait ça comme ça à l'époque. Donc il y avait le BEP et le CAP. Donc j'ai plutôt déconné pendant ces 2 années, j'ai échoué et puis j'ai repiqué pour finalement obtenir un BEP mécanicien monteur et un CAP fraiseur. Donc là encore une fois pour moi l'école c'était fini, sauf que ma mère, toujours elle, en avait décidé autrement, elle a du caractère. Elle m'a envoyé prendre la place donc euh, que mon frère avait été capable de décrocher puisqu'il avait passé 2 concours et il avait réussi aux deux, donc il avait choisi lui de faire une première d'adaptation. Et la mention complémentaire qui, elle, était de ce point de vue-là vacante, ma mère me dit tu vas prendre sa place. Donc moi à l'époque je me souviens que ça m'avait mis hyper mal à l'aise. Je lui ai dit mais ça se passe pas comme ça, c'est lui qui a passé le concours, comment? Elle m'a dit tu y vas et tu la fermes. Ou elle m'a dit tu la fermes et tu y vas. Je sais plus c'est dans quel sens. En tout cas c'est ce qu'elle m'a dit. J'y suis allé et puis c'est assez miraculeux puisque c'était concours régional, ils en prenaient que 12. Mon frangin avait été pris et qu'ils ont accepté que je prenne sa place sans avoir passé le concours. Et c'est à partir de là où les choses ont commencé à se remettre en place en ce qui me concerne. Donc mention complémentaire de dessin industriel en construction mécanique, après quoi un bac professionnel en productique. Et à la sortie du bac, des amis étudiants d'origine algérienne me disent tu devrais continuer, aller à la fac. Et donc là j'entre en fac de sociaux et puis je vais aller jusqu'en DEA. Euh, et puis après, bon, la vie est ce qu'elle est, il fallait que je bosse. Donc j'ai été surveillant à mi-temps au départ, puis à plein temps. Et puis après, il a fallu cumuler les petits boulots ici et là. Et j'ai fini par faire tout un tas de choses, bosser dans des structures, notamment la structure commerciale d'édition de l'UOIF qui s'appelle G10. Et puis j'ai fini par faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir je suis auteur, donc j'écris, et puis je suis aussi humoriste, donc je monte sur scène, et j'en fais mon métier aujourd'hui. Alors, spectacle que je conseille, puisque j'ai eu la chance de le voir, franchement, faut y aller. Mais Si on merci, veut passer un bon moment, il faut vraiment y aller. merci, c'est Alors, gentil. je voudrais revenir sur un point, c'est quand tu dis jusqu'au collège tout va bien, et puis il y a un moment donné où ça décroche. Alors, moi, ça m'intéresse à double titre. Tout d'abord parce que dans ce que tu fais à chaque fois, tu essayes de faire pour que ça serve aux autres. Le bouquin que tu as fait, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, en fait, on verra quand on en parlera la prochaine fois qu'on se verra. Euh, il est vraiment pédagogique comme bouquin puisqu'il permet de comprendre tout le cheminement de l'embrigadement d'un jeune et surtout les solutions qu'il va aller chercher en lui-même pour s'en sortir. Mais là, dans le cas présent, je voudrais revenir sur cette période du collège. Tu me parles d'une période où tu décroches. Et là aussi, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus profondément, parce que maintenant, avec du recul, tu as peut-être pu analyser le pourquoi. Or, ça, c'est le problème de beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, et de parents qui, souvent, quand ils voient leur gosse décrocher, sont désarmés et ne savent pas quoi faire. Hmm. Bah, il y a plusieurs facteurs qui font que moi j'ai décroché, qu'on peut effectivement décliner à l'infini quand il s'agit de parler du décrochement de beaucoup d'autres jeunes, notamment issus de l'immigration, mais pas seulement. Le premier point, ou en tout cas le premier facteur, moi c'est la perte de mon père, je pense.
Il était cet homme qui parlait pas beaucoup, avec le charisme qu'il avait, puisque, comme beaucoup de parents algériens, en tout cas de pères algériens, il avait ce côté un peu strict, un peu rude, même si au fond de lui-même il était très bon et très doux. En tout cas, il veillait de loin et sa présence, rien que sa présence suffisait. D'ailleurs, pour nous remettre en place, mon père n'avait pas besoin de faire de longs discours. Le regard suffisait pour qu'on comprenne que là, il y avait un stade qu'il ne fallait pas franchir. Et puis, donc, la mort de mon père fait qu'effectivement, je me retrouve avec l'absence de ce repère qui disparaît, qui fait que moi, je suis en recherche de limites. Et je vois qu'à l'école, le monde adulte, donc le monde de mes professeurs, ne correspond en rien avec celui de mon père. Donc j'avance pour voir quand est-ce que je vais pouvoir être arrêté. Puis je me rends compte que personne ne m'arrête et que je peux aller aussi loin que je le veux. Et visiblement, il n'y a pas de grosses conséquences derrière. Donc je pense que c'est essentiellement ça qui se passe dans la vie de beaucoup de gamins aujourd'hui, c'est que cette autorité n'existe pas. Et je ne pense pas qu'un gamin puisse grandir sans qu'à un moment donné, il sente qu'il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. J'ajoute à cela le fait qu'en arrivant au collège, c'est fini les Christophe, les Cyril. Je rencontre des mecs issus de la même origine que la mienne. Et des mecs qui sont capables de faire des choses que moi, je m'étais jamais permis de faire. Et le fait de les voir faire ça, moi, ça me fascine. Et je me dis, les gars, c'est quand même des tarés. Ils sont capables de faire des trucs incroyables. Et comme j'ai pas envie d'être le laissé pour compte de la bande, je me dis, il faut que j'essaie de faire comme eux. Et comme par hasard, quand je commence à essayer de faire comme eux, ça marche. C'est-à-dire que je trouve pas les limites et que je peux aller encore plus loin. Cette question de mimétisme, hein, c'est vraiment très important, tant d'un point de vue religieux que social ou autre. À tous les Ce niveaux. besoin de mimer ses aînés, ses amis, Ben, c'est l'absence de personnalité en réalité quand on est jeune, le fait d'être porteur de complexes qui fait qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est, qu'on n'a pas forcément sa place, donc on va essayer de tout faire pour essayer finalement d'être un petit peu comme tout le monde. Et puis c'est aussi l'apparition bizarre dans tout cela de deux camps, de deux mondes. C'est-à-dire que là va commencer à se créer et à se construire dans mon esprit ce fameux nous, parce que je vais commencer à comparer en me disant, tiens, les jeunes issus de l'immigration, on se ressemble un peu, donc je vais même avoir l'impression qu'on me les a cachés. En tout cas, c'est peut-être comme ça que je veux voir les choses, pour pouvoir accréditer et accepter l'idée que je puisse faire ce qu'ils font. Et donc je vais voir les autres, Cyril, Christophe, comme étant des mecs différents finalement. Et je vais cesser de les côtoyer parce que ça va même devenir une sorte de trahison. C'est comme si c'était honteux de côtoyer les blancs. Nous, on est les beurs. Eux, c'est les fromages. C'est comme ça qu'on disait, n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça que ça causait un petit peu à l'époque. Et donc cet élément-là d'entraînement, de mimétisme, comme tu le dis, fait qu'effectivement, on est dans quelque chose qui va aller très loin, puisque je ne vais pas juste me contenter d'incivilité au niveau du collège, parce qu'en dehors du collège, il y a aussi une vie. Une vie, pour moi, c'est la rue. La maison, c'est une chose, mais la rue et le collège vont m'amener effectivement à faire des choses qui, euh, qui dépassent mon entendement, et à aucun moment je me serais imaginé pouvoir faire ça. D'ailleurs, dans la famille, je suis le seul à l'avoir fait. C'est bien qu'à un moment donné, il y a une brebis galeuse qui est devenue galeuse avec le temps. Et oui, ça va commencer par des petits cambriolages, et puis des braquages, et puis la drogue, consommation, vente, etc. Même si, comme je le dis dans le livre, j'ai jamais fait ça de gaieté de cœur, j'ai jamais pris aucun plaisir, et j'ai le plus souvent eu peur de faire ce que je faisais, parce que j'ai pas été préparé à ça, et c'était pas moi. Donc j'aimais beaucoup de regrets sur cette période-là, même si je pense qu'il y a prescription aujourd'hui, mais quand même j'ai détesté faire du mal aux autres, en vérité. mais c'était peut-être la seule voie d'expression, hein. Moi, j'ai grandi aussi dans des cités du Nord à Paris. Et à cette époque-là, on tombait plus ou moins tous dans ce genre de cheminement, qui était le seul moyen d'échapper à une routine ou de se faire remarquer ou de dépasser certaines limites qui en fait étaient une tentative de se dépasser soi-même. Hmm. Et malheureusement, la plupart des jeunes amis que j'ai connus ou eus à cette époque-là, et qui n'étaient pas spécialement maghrébins, hein, il y avait Alfonso, Hervé, Saïd, il y avait un peu de tout, Mhm. sont quasiment tous morts. Ouais. Les autres, beaucoup, ont connu la prison, etc. Je veux dire, ça a été des cheminements où, quand on a eu la chance de s'en sortir,
c'était vraiment une grâce divine que de pouvoir échapper aux mailles de ce filet, hein. Parce que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, tous les jeunes des cités, des banlieues et tout sont vraiment délaissés et sont dans une situation où c'est pas si facile de s'en sortir. Donc quand tu t'en sors, toi tu passes, tu reprends des études, tu arrives au monde adulte, qu'est-ce que tu fais après? Tu bosses dans cette filière de ton métier? Ton DEA te sert au point de vue professionnel? Alors, juste avant ça, je voudrais juste rajouter un élément par rapport à la question précédente, Slimane, si tu le permets. C'est effectivement, dans toute cette ambiance, il y a l'absence de quelque chose qui aurait pu faire contrepoids. C'est-à-dire des gens qui réussissent. Moi, je parle d'un gars qui nous a toujours marqué, en tout cas moi qui m'a marqué, mais qui faisait plus l'objet à mes yeux d'une sorte de mythe, d'une légende plutôt que d'une réalité. C'était un gars du quartier qui faisait des études de droit. Mais le gars, tellement il faisait des études qu'on n'y comprenait rien, qu'on a l'impression qu'il existait à peine. D'ailleurs, on ne le voyait pas beaucoup. De temps en temps, on le voyait débarquer, rentrer chez lui avec une petite serviette dans la main, et puis voilà, c'était tellement furtif que, bon, il n'existe pas, etc. Et je pense que l'absence aussi, à un moment donné, de ce type d'exemple, ou en tout cas de ce type d'exemple de réussite, fait qu'à un moment donné, on se dit, de toute façon, on est tous condamnés à finir comme des moins que rien. Et on n'a pas d'autre perspective. Si on avait été amené à en voir plus des comme ça, beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement, s'ils avaient pu être plus présents, bah peut-être que ça nous aurait ouvert d'autres perspectives. D'ailleurs, quand moi je vais commencer à devenir un peu plus sérieux et à faire des études, ça va être une de mes missions, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de transmettre cet exemple pour faire des émules et amener des jeunes effectivement à comprendre qu'il y a aussi une autre voie, même si elle n'est pas encore à la mode, celle qu'on peut réussir, faire des études, etc. etc. Donc après, pour en revenir à ta question, moi je vais beaucoup vivoter en réalité parce que mon engagement de militant va me prendre beaucoup de temps. Et c'est un engagement à 100% bénévole. Donc je subviens aux besoins de ma famille avec un poste à mi-temps de pion, d'abord dans un premier temps. Je vais faire des marchés, je vais bosser comme, comme dans une structure qui s'appelle la Cité des Congrès à Nantes, où je vais monter les stands pour les expositions, etc. Donc je vais faire tout un tas de boulot comme ça, mais ce qui me prend véritablement le plus de temps, c'est mon engagement d'islamiste, de militant, et je vais développer tout un tas de choses, et c'est ce qui va m'amener à un moment donné, effectivement, à en faire d'une certaine manière mon gagne-pain. Donc je vais être amené à bosser dans le cadre de cette structure dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle G10, à mettre en place tout un tas d'initiatives culturelles. Donc ça va être de l'écriture de livres pour des gamins et pour des enfants et pour des jeunes. Ça va être l'organisation de concerts à travers toute la France, ce qu'on appelait les anachides, donc les chants dits religieux islamiques. Et puis, euh, et puis après, ça va être au moment de la rupture avec l'UOIF et les frères musulmans, ça va être l'idée de revenir à mes premiers amours, la scène. Donc écrire et mettre en scène un premier spectacle, je vous déclare la paix, puis un second, et essayer de tourner avec ça. Parce qu'il me semble à un moment donné que ce qui fait aussi qu'on peut dériver, et là je reviendrai à ta question précédente, c'est l'absence flagrante, énorme, de culture dans la vie de beaucoup de jeunes issus de l'immigration. L'art est quasiment absent, et là quand je parle de l'art, je parle de la littérature, je parle du théâtre, je parle de la musique et de toutes les musiques, pas juste le rap. Donc toutes ces dimensions-là font qu'effectivement, on a du mal à se construire en tant qu'individu, en tant qu'être humain. On n'arrive pas à avoir une histoire véritable. Et comme le dit un ami, quand on n'a pas d'histoire ou quand il y a un déficit d'histoire, on se raconte des histoires et on finit par faire des histoires. Et je crois que si on parvenait à faire en sorte que la culture, sous toutes ses formes, puisse parvenir à un certain nombre de jeunes, on éviterait sans aucun doute tout un tas de dérives. Ça, je suis entièrement d'accord, mais ça, c'est les priorités que le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, entre autres,
devrait afficher, puisque le problème des banlieues dont on parlait tout à l'heure, c'est fou parce que moi je l'ai connu, mais le problème c'est que mes enfants l'ont connu. Et il y a une certaine discrimination dont on a beau vouloir nous dire non, je suis désolé, moi les trois quarts du temps on me les mettait au fond de la classe. Voilà, problème de manque de culture, comme tu dis. On arrive avec des gosses qui sont à 18 ans, l'âge du bac, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros désert, hein. Ah oui, il y a un gros désert, et puis c'est un désert aussi qui... Alors c'est bien, tu me tends une perche, parce que c'est quelque chose dont je voulais parler. Ce qui arrive aussi à beaucoup de jeunes issus de l'immigration, puisqu'on parle essentiellement de cela, c'est qu'à un moment donné, il y a une absence de reconnaissance, ou en tout cas, on a du mal à les reconnaître en ce qu'ils sont, c'est-à-dire en ce qu'est leur histoire et la civilisation dont ils sont d'une certaine manière les héritiers malheureux, puisqu'aujourd'hui ils en ont très peu reçu. Et moi, je me souviens, quand j'étais en mention complémentaire de dessin industriel, j'avais un professeur de mathématiques qui s'appelait Monsieur Chiche. Et moi, malheureusement, je me suis fâché avec les maths dès le début. C'est le cas de beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un esprit cartésien, et ça ne veut pas dire que je pense que j'aurais pu être très très bon en mathématiques. Mais il s'est passé une sorte de traumatisme qui ne s'est jamais réparé. Et ce monsieur Chiche nous proposait des cours de mathématiques. Et en classe, à chaque fois, il avait toujours ce petit clin d'œil pour moi. Et mon frère aussi, qui va passer après une année, l'année suivante avec lui, quand il nous parlait des mathématiques, il avait toujours une petite anecdote à nous raconter et à faire un rapport entre les mathématiques et les Arabes. Et toujours le clin d'œil, n'est-ce pas, monsieur Abdelkrim, hein? Ici, on peut dire merci aux Arabes parce que ce théorème et ce monsieur m'a fait être fier d'être arabe à ce moment-là, et il s'est passé un truc assez formidable, c'est que j'ai accepté d'aller en cours de soutien entre midi et deux au moment du repas, parce qu'il me proposait gracieusement de me prendre en main, moi et d'autres élèves, et j'acceptais d'aller chez lui, et j'ai pu faire monter ma moyenne euh, à 11 sur 20. Bon, ça peut peut-être rien vouloir dire, mais j'étais à 1 sur 20 quand je l'ai connu, ce monsieur. Et je pense que la valorisation des individus sans systématiquement les pointer du doigt fait que on va pouvoir les sortir à un moment donné de cette case dans laquelle eh ben, on les met, dans laquelle parfois ils aiment être. Donc c'est important qu'on puisse aussi avoir cette approche qui consiste à valoriser des individus parce qu'ils ne sont pas rien. Ils sont le fruit d'une histoire, d'une grande civilisation. Il faut qu'on puisse, mais pas seulement les gens issus de l'immigration comme eux, les musulmans, il faut qu'on puisse aussi, quand on est professeur, même si on n'est pas musulman, leur transmettre cela et faire en sorte qu'ils puissent entendre ce type de message. Donc il y a effectivement de gros problèmes aujourd'hui de discrimination, de non mise en valeur d'un certain nombre de jeunes, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ces problèmes. Mais extraordinaire ce que fait ce professeur, hein, parce que d'aller rappeler que les Arabes ont eu un rôle très important dans la transmission, mais également dans l'émergence et le développement des sciences, mathématiques, mais autres également, parce que dans tous les domaines, hein, grosso modo, ils ont été présents. C'est extraordinaire, parce qu'on a une tendance en France, malheureusement, à essayer d'inhumer tout ce qui tient à l'islam, tout ce qui touche à l'islam. C'est-à-dire, l'islam a un apport extraordinaire par rapport à la culture française. La France a des racines musulmanes et non pas simplement judéo-chrétiennes. Et quelque part, j'ai l'impression souvent qu'on essaye ça un petit peu de nous le cacher. Or, ce prof, en les exhumant, justement, t'a ramené là aux mathématiques. Donc, on ne peut que souligner sa mémoire s'il est encore ou pas de ce monde, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est toujours de ce monde. Il m'avait rappelé des années plus tard, il souhaitait rencontrer des étudiants musulmans. Alors il avait bien précisé au téléphone, il me disait je ne veux pas me convertir à l'islam, je voudrais juste pouvoir avoir des discussions avec des étudiants musulmans. Donc on est effectivement là face à un homme qui a été capable de faire preuve d'objectivité, d'honnêteté, et c'était surtout quelqu'un de passionné. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les mathématiques. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de dire les maths. Il nous reprenait à chaque fois. Ce n'est pas les maths, ce sont des mathématiques dont on parle. Et moi, je dois ma survie, ou en tout cas
je dois d'être devenu ce que je suis devenu, en partie parce que j'ai rencontré des gens comme ça. Hmm. Mais je pense qu'ils t'ont transmis quelque chose parce que s'il y a vraiment en filigrane quelque chose que j'apprécie énormément chez toi, et notamment à travers tes écrits, tes spectacles et ce que tu fais, c'est ce besoin de sincérité et de vérité. Cette honnêteté foncière qui t'habite et qui te caractérise. Donc là, tu leur dois peut-être aussi un peu quelque chose. Ah, énormément, je pense. Voilà, peut-être peut-être moins que la sincérité. Je parlerais surtout de cohérence. Ce souci de cohérence, ou en tout cas être toujours à chercher au plus près d'être cohérent avec ce que je dis, ou en tout cas ne pas dire ce que je ne suis pas, ou éviter de le dire. Donc, ouais, et c'est vrai qu'en monde musulman, celui que j'ai côtoyé en tout cas, on est assez loin de tout ça bien souvent. Les apparences règnent en maîtresse et, euh, et dire les choses, les mettre en avant, même quand ça va pas, on a comme l'impression, en tout cas quand ça se fait à l'extérieur, qu'il y a une forme de trahison. Il y a souvent la fameuse phrase on peut laver notre linge sale à condition de le faire en famille, jamais le mettre à l'extérieur. Sauf que moi, à un moment donné, je parle de quelque chose qui est censé être universel. C'est l'islam, c'est de cette religion dont il s'agit. Et cet universel, avec le temps, est devenu quelque chose de privatisé, qui ressemble à la propriété privée d'un groupe de personnes. Et là, en l'occurrence, c'est les musulmans, arabos, maghrébins, etc. etc. Donc, ouais, je pense que là, il faut essayer de redevenir cohérent et puis pouvoir dire les choses sans avoir peur de blesser ou de toucher qui que ce soit, parce que je pense que c'est un devoir à un moment donné. Il faut être capable de se le dire comme ça. Ou de redéfinir la notion de famille. Puisque la famille, c'est aussi la citoyenneté. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est un point important que beaucoup de musulmans, à mon avis, oublient aujourd'hui. C'est que quand le prophète arrive à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va établir la première constitution, eh bien, sa priorité va être la citoyenneté. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'appartenance confessionnelle, il va demander à ce que juifs, chrétiens, musulmans, tous les gens qui habitent cette région-là, puissent, en se basant sur des vertus qu'on appellerait nous humanistes aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient l'adab, qui permettaient aux gens de vivre les uns avec les autres. Donc en fait, là, la famille n'était plus simplement Mhm. musulmane, elle était dans une citoyenneté partagée, qu'on va retrouver dans la fameuse période de l'Andalousie soit Abdalrahman III, où chrétiens aidaient musulmans contre des chrétiens, et parfois les musulmans aidaient les chrétiens contre des musulmans. Tout ça dans le privilège d'un vivre ensemble et d'une communauté nationale, si on peut s'exprimer comme ça. Donc finalement, qu'est-ce que la famille? C'est ça. Mhm. Laver son linge sale en famille, oui, mais qui est la famille? Quelle est la famille? Ouais. Mhm. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais juste avant, ça m'a évoqué une phrase que Shams ad-Din Tabrizi disait à son grand disciple que fut Jalaluddin Rumi. Il lui disait parais ce que tu es ou sois ce que tu parais. À un moment donné, il faut qu'entre ce que tu es et ce que tu laisses paraître, il faut qu'il y ait une unité. Au moment où il y a une dichotomie et il y a deux faces, c'est là qu'est le problème. Et tout l'enseignement de Shamsuddin sur son grand disciple a justement été d'être dans un tawhid intérieur. Mhm. Sois ce que tu es, sois ce que tu parais. Ne Mhm. donne pas un visage qui n'est pas le tien. Et ça, j'ai l'impression que parce que tu as été un grand et tu restes encore un grand conférencier, tu as fait le tour de France, tu as même bougé en Europe. Et ça, j'aimerais bien que tu nous parles de cette partie de ton engagement où tu as bougé un peu partout et où tu as essayé de porter un message qui t'a coûté beaucoup parce que tu y as laissé un peu de ta santé, tu y as laissé beaucoup de choses. C'était des heures, des nuits, de la route, des voyages incessants. Parce que ça, il me semble que c'est important de souligner que les gens qui s'engagent comme ça, le prix qu'ils payent de leur côté, Mhm. Mhm. c'est très cher, c'est un prix très cher. Je pense que le plus cher dans le prix à payer ici, c'est justement d'avoir à supporter une forme de schizophrénie absolument insupportable. C'est-à-dire que on se retrouve tellement dans la posture de celui qui est censé jouer le rôle de modèle que on a l'impression que les gens attendent tellement de nous qu'on en arrive à parfois, pour pas les décevoir,
à dire des choses qu'on n'est pas, ou à avancer des choses sans leur dire, ou en étant capable, ou en admettant la possibilité qu'ils puissent croire que je suis ce que je dis. Et je pense qu'on a amené beaucoup de jeunes issus de l'immigration à devenir schizophrènes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a placé la barre tellement haut dans nos discours, c'est-à-dire qu'on apportait des références tellement inatteignables que beaucoup ont dû vivre ces moments comme de grands moments de solitude en se disant mais lui qui est en train de dire ça, sans doute qu'il est ce qu'il dit, qu'il fait ce qu'il dit, qu'il paraît ce qu'il semble dire, mais moi qui suis là en train de l'écouter, je suis à 1000 kilomètres d'être ce qu'il dit. Donc on va développer une sorte de schizophrénie. Quand on est entre musulmans, on veut donner le change comme il faut, et puis quand on se retrouve seul, eh ben on n'est jamais que ce qu'on est. Et l'idée, moi à un moment donné, quand j'ai pris conscience que ça prenait cette tournure-là, ça a été de dire aux gens, on arrête avec les références inatteignables, et puis on va commencer à parler de nous, de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on vaut, de là d'où on vient, et puis de là où on a envie d'aller, mais en mettant la barre à portée de chacun d'entre nous. Et j'ai eu le sentiment qu'en commençant à faire cela, même auprès de mon auditoire, que c'est pas ce que voulait l'auditoire. Il y a comme une sorte de volonté de vouloir vivre dans un mensonge collectif où on sait tous que c'est pas vrai, mais on accepte cette idée, c'est pas grave, fais-nous rêver, ce qu'on veut c'est rêver, le rêve est gratuit, même si la chute elle est difficile, qu'elle fait mal, ça te regarde pas, continue à nous faire rêver. Et c'est peut-être aussi pour ça, à un moment donné, qu'il faut interpeller les détenteurs du discours religieux aujourd'hui et leur dire d'arrêter de leurrer, de berner les gens. Parce que c'est ce qui se passe malheureusement, que ce soit un certain nombre d'imams sur leur chair le vendredi, que ce soit les orateurs et prédicateurs, on est en train de berner les gens. Parce que nous vivons une époque où nous savons pertinemment que les jeunes issus de l'immigration, et même ceux qui viennent des bleds, ont une spiritualité quasi nulle et que nos prétentions ne sont jamais que des prétentions qu'on est incapable d'assumer pour la plupart d'entre nous. Donc il faut partir de la réalité en se disant voilà, essayez de faire le bien. Essayez de faire le bien, point. Essayez de faire le bien. C'est ce que je suis arrivé à dire à un moment donné. J'utilise le verbe essayer, et bien, essayez de faire le bien. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis qu'on arrête avec ces références absolument insupportables qui remontent à des époques où peut-être que des gens avaient atteint des... Mais c'est plus cette époque, c'est plus le lieu. Oui, non, et puis il y a une rupture avec la réalité. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut vraiment garder contact avec la réalité. Et dans le travail, justement, des biographies des grands personnages et des grandes figures de l'islam, je trouve qu'il y a eu un travail qui a faussé pas mal les cartes. C'est qu'on a pris quelques bribes de leur vie, qui étaient les moments les plus héroïques et les plus fabuleux, jusqu'aux compagnons du prophète, salam, hein. On en a fait des modèles quasi inatteignables, quoi. Ils dormaient quasiment pas, ils mangeaient quasiment pas, ils priaient tout le temps, ils connaissaient tous le Coran, et ce qui est faux. Ils péchaient pas. Ils péchaient pas et tout, alors que c'est faux. C'est Bien faux. sûr. C'était avant tout des hommes. Le prophète, le salam lui-même, était un homme, et le développement de sa mission a été fait dans le cadre du fameux Inni Basharun Mithlukum, c'est-à-dire il a voulu être un modèle humain beaucoup plus qu'un modèle divin. Je m'entends par là, c'est que même s'il nous a tracé une voie divine, il l'a parcouru, il l'a cheminé en mode humain, de manière à ce que ce soit réalisable à notre niveau. Parce que si, à l'image de Moïse par exemple, fallait être capable d'ouvrir la mer pour pouvoir cheminer vers Dieu, ben on ne serait pas beaucoup arrivé à Dieu. Or, le prophète, salam, il a mis tout ça de côté et il a fait quelque chose d'humain. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une vie d'homme. Il allait au marché, il faisait ses courses, il organisait les choses, il passait des soirées avec ses amis. Il a eu une vie d'homme. Et à travers ça, il a été pourtant le plus grand modèle de sagesse spirituelle que l'on puisse connaître. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet éloignement, moi, je ne suis pas le seul à le ressentir. Et on a besoin de ce contact à la réalité. Il faut arrêter de faire rêver les gens et de les embarquer vers quelque chose d'irréalisable, en fait. Et j'ai l'impression que toi, tu te bats pour ça. C'est ce que j'essaie de faire et j'ajouterais à ça, Slimane, c'est qu'en fait,
Quand j'ai commencé ma carrière de prédicateur, entre guillemets, je me suis rendu compte très vite que j'avais peu de choses à dire. Parce que quand on a fait le tour, on se rend compte que finalement, apporter la bonne parole aux gens, ça tourne autour de deux ou trois notions qu'il faut pouvoir leur transmettre et point barre. Tout à fait. Sinon, on est en train de broder tout autour et ça ne sert pas à grand chose en réalité. Et, 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 et je me suis rendu compte que pour pouvoir durer et pour pouvoir avoir l'impression de dire à chaque fois quelque chose de nouveau, j'ai inventé des problèmes que les gens n'avaient pas à l'origine et qu'ils se sont appropriés. Et la démarche a finalement consisté à dire bah maintenant vous avez une demande, j'ai l'offre. C'est-à-dire je crée un problème pour créer une demande et pour pouvoir proposer l'offre derrière. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je Ce discute qui est le avec eux, mécanisme de la société de c'est ce consommation. qui est le mécanisme de la société de consommation, tout à fait. Je parle avec certains orateurs en leur disant mais il faut arrêter ce délire avec les gens. Il faut leur dire qu'ils ont entre les mains l'essentiel pour pouvoir être des gens normaux. Parce que quand on les rencontre, pour la plupart d'entre eux, ils sont normaux. Ce sont des gens qui vivent, qui travaillent, qui vont à l'école, qui ont une vie sociale. Et bizarrement, quand ils arrivent dans les milieux très pratiquants, eh bien, on va commencer à leur créer des problèmes. Et ce sont ces problèmes qui vont faire que, en retournant dans la société dans laquelle ils étaient tout à fait normaux, entre guillemets, en tout cas des gens, Mmh. qui vont commencer à développer des réflexes qui vont surprendre tout un tas d'individus. Et moi, ce que j'essaie de faire, effectivement, depuis des années, c'est de revenir là-dessus en disant, mais on s'est complètement planté. Les gens, quand ils viennent à la prière le vendredi, c'est pas pour entendre un petit peu tout et n'importe quoi, c'est surtout pour recharger un peu la batterie, savoir par exemple comment pouvoir être plus assidu dans sa prière, plus concentré, comment mieux aborder le texte, le Coran ou la tradition prophétique. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur détailler sans arrêt le moindre geste qu'ils doivent faire, parce que quand vous dites à quelqu'un il faut faire le bien, mais attention, le bien, ça se fait avec l'intention. Mais attention, l'intention, c'est l'ikhlas. Et l'ikhlas, il faut faire attention parce que on peut faire quelque chose de bien, mais et finalement, on vient embrouiller la tête des gens, alors qu'en réalité, if'alul khair, faites le bien, c'est une parole simple. Faites le bien, aidez votre prochain, soyez bon avec vos parents. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Alors ça me renvoie à quelque chose euh, dont j'ai discuté avec quelques amis il y a quelque temps, et on conclura là-dessus. C'est cette fameuse notion coranique qui dit El-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. El-amru bil ma'ruf qu'on traduit très souvent par ordonner le bien. En réalité, mot à mot, c'est ordonner ce qui est connu, Hmm. c'est-à-dire ce qui tombe sous le sens. Et c'est pour ça que l'imam Razali disait un enfant de 10 ans peut ordonner. Parce que déjà à cet âge-là, il a déjà un sens de ce qui est bien ou mal, et il sait tout de suite reconnaître quand quelqu'un fait vraiment une monstruosité d'une action bonne que tout le monde peut connaître. Donc pour conclure, ce que je voudrais, parce qu'on pourrait, c'est une vie déjà bien chargée, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles en quelques minutes rapidement de là, maintenant. Parce que je passe sur toutes ces années, tu as un engagement assez long, et puis petit à petit, tu vas te dégager de cet engagement, tu vas récupérer une autonomie. Cette autonomie, elle est là, ton combat continue, tu es engagé sous une autre forme, notamment à travers ta carrière d'humoriste, ta carrière de spectacle, où à nouveau tu reprends la route et tu rencontres les gens. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ce passé? Il t'a servi, il t'a desservi, tu es dans une continuité, dans une rupture? Euh, je, je dirais que ça m'a beaucoup servi dans la mesure où cette expérience m'a permis de distinguer à mon niveau ce qui me semble relever du bon sens et ne pas relever du bon sens, parce que comme tu viens de le dire, le bon sens est à la portée de tous en réalité. C'est ce qu'il faudrait qu'on soit capable de remettre à l'ordre du jour des logiciels de chacun d'entre nous, c'est faites appel à votre bon sens. D'ailleurs, c'est une tradition prophétique où à un moment le prophète qui est questionné et la personne est en train de douter lui dit Stefti qalbek. C'est une manière de lui dire interroge-toi toi-même et interroge ton bon sens, interroge ton cœur.
Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se substituer aux individus, il ne faut pas devenir tuteur de conscience, il faut leur dire, mais faites fonctionner votre raison. Et c'est ce qui, moi, m'est arrivé pendant plusieurs années, c'est que j'ai cessé de faire fonctionner ce bon sens. Et le fait de l'avoir mis de côté et de m'en rendre compte, ça me sert aujourd'hui pour pouvoir expliquer très clairement ce qui peut amener un individu à un moment donné d'oublier qu'il est d'abord je, qu'il est d'abord lui. Comment on peut en arriver à ne s'exprimer qu'à travers un nous dans lequel on met tout et n'importe quoi et avec lequel on peut nous amener à faire tout et n'importe quoi aussi. Donc c'est une expérience qui, moi, me semble m'avoir été très très profitable. Si j'avais pu m'en passer, franchement, ça aurait peut-être été aussi une bonne chose. Seulement, il a fallu que j'en passe par là. Je parlerai de parenthèses dans ma vie. Moi, je suis redevenu le petit garçon que j'étais à l'époque où mon père et ma mère étaient des gens, et ma mère l'est toujours, en tout cas des gens qui vivaient en bonne harmonie avec le monde dans lequel ils étaient. Pourtant, ce n'était pas le leur culturellement. Et je suis en train de redevenir ça. Ma foi est beaucoup plus intérieure. Ma pratique est toujours... alors j'ai cessé d'être islamiste, pas musulman. Donc je suis un pratiquant de cette religion, au sens où je pratique mes 5 prières, je jeûne mon mois de Ramadan. Je ne vais pas m'étaler sur ce que je fais au-delà de cela. Mais je le fais aujourd'hui en ayant conscience que une foi vivante, c'est une foi qui nous permet d'avoir envie de faire le bien, pas pour montrer qu'on est les meilleurs, mais pour essayer de faire que le monde dans lequel on vit devienne meilleur. Sans afficher ici le drapeau ou l'étendard de l'islam, ça ne m'intéresse pas parce que je crois que Dieu, à un moment donné, reconnaîtra les siens. J'espère en faire partie, Inch'Allah. Juste dire que pour celles et ceux qui ne comprendraient pas forcément la démarche, je ne suis pas ici en train de défendre mon point de vue ou en train de cracher sur une religion, comme certains pourraient éventuellement le penser. Je suis au contraire en train de, depuis mon expérience, de dire que l'islamisme est une erreur. Que le fait d'être engagé en tant que militant pour une religion qui s'appelle l'islam, c'est en vérité se servir de cette religion pour faire valoir un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas réussi à régler avec soi-même. Je pense aujourd'hui m'en avoir réglé certains, il m'en reste encore beaucoup, comme beaucoup d'êtres humains qui sont en recherche, mais je suis en quête, et le fait d'être en quête, c'est un signe de bonne santé, donc je crois être en bonne santé. Tout à fait. Alors je résume, dis-moi si je me trompe. Grosso modo, on est là pour servir Dieu et non se servir de lui. C'est exactement... et on est là pour servir les hommes en principe et non se servir d'eux. Donc si on arrive à aspirer vers ça, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'on est là à se servir de lui pour se servir soi-même et se servir des autres, c'est le cas de beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer, ça a été mon cas à un moment donné, servir mon ego, servir mes fantasmes, servir mes penchants, servir tout un tas de choses. Il faut pouvoir se dépouiller de tout cela. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc à un moment donné, il ne faut pas hésiter à se regarder droit dans le miroir. Et parfois ce qu'on voit, c'est pas terrible, mais il faut admettre et après essayer de changer tout ça. Et c'est là que la grâce divine prend toute son importance. En espérant qu'on pourra en bénéficier. Amen. Sur ces bons mots, Farid, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Slimane. On t'a reçu avec grand plaisir. C'est un honneur pour nous que de te recevoir. Ça a été un plaisir pour moi aussi. On te souhaite de continuer tes spectacles dans lesquels, d'abord, on rit et ça fait du bien de rire un peu dans la vie. Et comme le disent les Égyptiens, donc aujourd'hui, on viendra te voir pour rire, mais en même temps pour apprendre. Parce que je peux dire que dans tes spectacles, on apprend. Merci beaucoup, Asif Farid. Merci, c'est Slimane. Salam alaikum.